Il était incontournable dans les années 80, sur scène, au sommet des charts et sur nos écrans. Phil Collins, l'un des rares artistes à avoir vendu plus de 200 millions de disques, se tenait aux côtés de géants comme Michael Jackson et Paul McCartney. Mais aujourd'hui, approchant les 80 ans, l'icône de la musique mène une existence que peu auraient pu imaginer et que beaucoup jugent cruellement triste. D'un divorce douloureux qui a inspiré In the Air Tonight, cette chanson qu'il a utilisée pour dénoncer publiquement son ex-femme, à un mémoire revenant sur ces événements des décennies plus tard, Collins n'a jamais caché sa douleur. Mais derrière le succès se sont cachés des années de tourments émotionnels, de mariages brisés, de moqueries publiques et de déclin physique avancé. Autrefois roi de Top of the Pops, il se produit maintenant assis, à peine capable de tenir un micro. Que s'est-il passé pour Phil Collins? Et pourquoi est-il devenu la légende musicale la plus oubliée? Voici l'histoire tragique de la manière dont l'un des musiciens les plus célébrés au monde s'est effacé dans une tristesse silencieuse. C'est l'une des performances les plus emblématiques de Phil Collins. Mais derrière la musique se cachait un message discret, que peu avaient perçu à l'époque. Quand il est apparu dans Top of the Pops, un pot de peinture dégoulinant lentement à ses côtés, ce n'était pas un simple accessoire de scène. Pour Collins, c'était symbolique. Un acte de revanche mesuré destiné à atteindre son ex-femme, Andrea Bertorelli, qu'il avait quittée pour un homme peintre en bâtiment. Un décorateur, pour être exact, mais aux yeux de Collins, juste un peintre. Il savait qu'Andrea regarderait l'émission, comme des millions d'autres à travers le Royaume-Uni. Et jamais personne n'avait autant réfléchi à une performance télévisée que lui cette nuit-là. Top of the Pops n'était pas une scène ordinaire. C'était l'émission réservée à ceux qui atteignaient la tête des charts. Pour Collins, c'était le moment parfait pour montrer la profondeur de sa douleur et envoyer un message très public. Leur divorce avait été terrible, et de ce chagrin est née l'une de ses plus grandes chansons, In the Air Tonight. Cette mélodie obsédante était chargée de colère, de tristesse et de trahison non résolue. Avec le temps, Andrea l'accusera d'avoir utilisé cette performance pour l'humilier à la télévision nationale. Il ne l'a jamais nié. Au contraire, il l'évoque de nouveau dans ses mémoires Not Dead Yet, un titre ironique pour un artiste marqué par une vie alternant lumière et ténèbres, triomphe et souffrance. Malgré tout, Collins a bâti l'une des fortunes les plus incroyables de l'industrie musicale. On estime sa richesse entre 147 et 203 millions d'euros. Mais peut-être que ce chiffre n'est pas si surprenant. Après tout, Phil Collins est l'un des 3 seuls artistes pop de l'histoire, aux côtés de Paul McCartney et Michael Jackson, à avoir vendu plus de 100 millions d'albums en tant qu'artiste solo et en tant que membre d'un groupe. Ce groupe, c'était bien sûr Genesis, d'où sont sorties certaines des chansons les plus marquantes de toute une époque. Cependant, parmi ces 3 légendes de la musique, Paul McCartney, Michael Jackson et Phil Collins, c'est Collins qui est souvent laissé de côté. Malgré un succès énorme, il est devenu paradoxalement le moins cité. Il fut un temps où Collins s'est rendu personnellement au ranch de Michael Jackson à Neverland pour lui remettre un prix célébrant les 10 ans de Thriller. Jackson n'y était pas, il était en tournée, mais ce geste symbolisait le respect mutuel entre 2 superpuissances de la pop. Peu savent aussi que Collins a joué de la batterie sur We Are the World. Alors que les projecteurs se tournaient vers les chanteurs, c'est lui qui soutenait l'hymne avec sa percussion exceptionnelle. Il a même prêté ses talents à Do They Know It's Christmas, le single caritatif fondateur de la lutte contre la famine en Éthiopie. Tout semblait cordial entre Collins et Jackson, jusqu'en 1991, quand Jackson publie Dangerous. Parmi les titres, Black or White fut salué pour sa chorégraphie et sa créativité visuelle. Mais quelques semaines plus tard, Genesis sortit la vidéo de I Can't Dance, un pastiche que nombreux ont cru se moquer des mouvements iconiques de Jackson. Les fans du King of Pop ne l'ont pas pris à la légère. Le retour de bâton fut immédiat et Collins se retrouva sous les critiques du monde entier.
L'humour avait un prix. Sa popularité commença à décliner. Mais le plus douloureux n'est peut-être pas venu de Jackson, mais de Paul McCartney. Leur brouille remonte à 2 décennies et trouve son origine dans un moment qui n'a jamais quitté la mémoire de Collins. McCartney, réputé pour son attitude distante avec les chasseurs d'autographes, avait déjà froissé des stars comme Ozzy Osbourne. Phil connut une expérience similaire lors d'un événement royal au palais de Buckingham en 2002. Ce qui aurait dû être un moment de fierté entre 2 icônes britanniques, toutes 2 honorées par la royauté, a tourné au vinaigre. Lors d'un événement royal en 2002, Phil Collins s'était rendu avec un exemplaire de première édition de la biographie des Beatles signée par Hunter Davies. Un moment très spécial pour lui, une chance de rencontrer face à face l'un de ses héros musicaux. Quand il aborda Paul McCartney et lui demanda un autographe, McCartney jeta un œil au livre et aurait répondu en souriant « Oh, regarde le petit Phil, c'est un fan des Beatles !» Cette phrase, même peut-être anodine pour Paul, laissa une marque indélébile sur Collins. Elle déclencha un profond sentiment d'humiliation, une infériorité que Collins ne s'était jamais attendu à ressentir. Cela brisa l'image idéale qu'il avait de McCartney et fut à l'origine d'une rancune qui durera plus de 20 ans. Plus tard, dans des interviews, Phil a parlé ouvertement de cette rencontre. Il a expliqué que Paul avait une façon de parler qui vous rabaisse. C'est comme s'il pensait « Je sais que ça doit être dur pour toi, parce que je suis un Beatle, je suis Paul McCartney, et tu dois te sentir mal à l'aise juste de me parler. » Finalement, McCartney le contacta par téléphone pour lui dire de laisser tomber et de ne plus en parler en public. Mais Collins ne renonça pas. Il estimait avoir le droit de dire ce qui le dérangeait, et il l'a toujours fait. Cette honnêteté brute s'est souvent retrouvée dans sa musique. In the Air Tonight reste l'hymne émotionnel de Collins, né non seulement de la douleur d'un mariage raté, mais d'une puissante prise de conscience. Il pouvait réussir seul. Cette chanson a marqué le début de son parcours solo, un chemin marqué par la vulnérabilité et la force inattendue. « Je suis content qu'on ne l'ait pas utilisé », disait-il à propos de son intention initiale avec Genesis. « Parce qu'évidemment, j'ai dû me débrouiller tout seul, tu sais. » Ironiquement, Collins a rejoint Genesis presque par accident. Il s'était présenté chez Peter Gabriel pour passer une audition après avoir vu une annonce dans un journal. Et il est devenu le batteur du groupe après avoir joué dans plusieurs formations plus modestes. À l'origine, il restait en retrait, jouant des percussions et chantant en chœur, tandis que Gabriel dominait la scène avec son charisme spectaculaire. Pendant des années, Collins vécut dans l'ombre de Gabriel. L'orientation rock progressif de Gabriel définissait le son initial de Genesis, et lorsque ce dernier décida de quitter le groupe, peu crurent que le groupe survivrait. Collins n'était même pas le premier choix pour le remplacer en tant que chanteur principal. Mais après avoir auditionné plusieurs candidats, le groupe se tourna finalement vers l'interne et lui donna le micro. Au début, les fans se montraient sceptiques. Beaucoup pensaient que Genesis n'existait plus le jour où Peter Gabriel est parti. Mais tout changea avec la sortie de A Trick of the Tail en 1976. Ce fut une percée, critique et commerciale. L'album grimpa jusqu'à la 3e place des charts britanniques et entra dans le top 40 aux États-Unis. Rolling Stone l'a résumé ainsi. Genesis a réussi à transformer ce qui aurait pu être une catastrophe, le départ de Peter Gabriel, en leur première vraie percée américaine. Et ainsi naquit le 2e chapitre de Genesis. Alors que l'ère initiale du groupe s'appuyait sur un rock progressif théâtral, cette nouvelle phase, menée par Phil Collins, se dirigea vers un son pop-rock plus accessible. Cette transformation allait non seulement redéfinir le groupe, mais aussi en faire l'un des groupes les plus vendus et influents de tous les temps. L'album Duke marque le moment précis de cette transition, le pont entre les époques Gabriel et Collins. Ce fut un succès commercial majeur, mais pour Phil Collins, cela eut aussi un prix personnel. À cette époque, le mariage de Collins avec Andrea Bertorelli commençait à se défaire.
Les deux s'étaient rencontrés des années plus tôt à l'école d'art et s'étaient mariés en 1975, juste au moment où Phil prenait son nouvel élan avec Genesis. Mais la célébrité, les tournées à répétition et le chaos du star system du rock ont pesé lourd. Andrea pâtissait de son absence et, finalement, de son infidélité. Un jour, elle en eut assez. Ça suffit. Plus rien. Et elle le pensait vraiment. Alors qu'il était en tournée, Andrea fit ses valises, quitta la maison en emmenant leurs enfants dans un autre état. À son retour, elle était déjà en couple avec un homme qui se présentait comme décorateur. Pour Phil, c'était juste un gars qui peignait les murs. Dévasté, Collins sombra dans la dépression. Mais, comme il l'a souvent fait, il transforma sa douleur en musique. Seul chez lui, assis au clavier, il laissa s'exprimer ses émotions. Et de ce chagrin naquit In the Air Tonight, une chanson brute et obsédante qui incarnait toute l'amertume, la tristesse et la confusion de son divorce. Ce n'était pas une narration construite, mais une purge émotionnelle. La musique, les paroles, ce célèbre break de batterie, un appel à l'aide, une expression sonore de peine et de rage. Quand il présenta la chanson à Genesis, Tony Banks la rejeta. Pas parce qu'il n'aimait pas, déclara-t-il plus tard, mais parce que Phil ne lui avait proposé qu'une maquette, juste un rythme et quelques accords. Pour Tony, c'était inachevé. Pour Phil, c'était profondément personnel. Ce refus fut le déclic. Il reprit la chanson, ainsi que d'autres titres, pour composer son premier album solo, Face Value. Sorti en 1981, ce disque fit sensation, numéro 1 dans au moins 7 pays et top 10 du Billboard 200. Les fans adorèrent, mais Andrea fut furieuse. Leur relation, déjà fragile, se dégrada encore quand Phil interpréta la chanson à la télévision nationale, assis à côté d'un pot de peinture dégoulinant. Un petit affront discret envers l'homme qui l'avait remplacé. Un peintre qu'elle qualifia plus tard d'humiliant et mesquin. Finalement, la colère s'estompa et Phil retrouva l'amour, cette fois avec Jill Tavelman. Ils se marièrent et eurent une fille ensemble. Cette fille deviendra célèbre à son tour. Aujourd'hui, Lily Collins est une personnalité reconnue, surtout grâce à la série Netflix Emily in Paris. Lily est la plus connue des 5 enfants de Phil, nés de 3 mariages différents. Et récemment, le légendaire musicien est entré dans un nouveau rôle, celui de grand-père. De footballeur à chanteur en passant par des actrices, ses enfants gravitent tous autour de la célébrité. Mais c'est Lily qui brille le plus intensément. Non seulement pour son succès à Hollywood, mais aussi pour le lien émotionnel qu'elle partage avec son père, à la scène comme dans la vie. En 1999, Phil écrivit ce qu'il décrivit comme une berceuse pour sa fille. Cette chanson, You'll Be in My Heart, devint le cœur émotionnel du film d'animation Tarzan de Disney, avec des paroles comme How it pains me to see you cry. I'll protect you from anything, don't cry anymore, I'm here. La chanson résonna bien au-delà de l'écran. Elle remporta un Oscar et un Golden Globe de la meilleure chanson originale. Mais pour Collins, ce n'était pas seulement une bande-son. C'était un message adressé à Lily. Comme beaucoup d'enfants de parents célèbres, l'enfance de Lily fut marquée par l'absence. Phil, tiraillé par sa carrière, manqua beaucoup de moments importants. La situation fut compliquée par les tensions avec Jill Tavelman. Lorsque Collins tomba amoureux d'Oriane Sevey, qu'il rencontra en tournée en 1994, il décida de partir. Il l'apprit à Jill par fax. Lily, encore petite, se retrouva prise entre les deux. Des années plus tard, dans ses mémoires publiés en 2023, Lily fit face à cette blessure. Dans une lettre ouverte à son père, elle écrivit « Je te pardonne de ne pas avoir toujours été là quand j'avais besoin de toi et de ne pas avoir été le père que j'attendais. Je pardonne tes erreurs, et bien que cela puisse paraître trop tard, je ne sais pas. » Ce fut un moment d'une grande émotion qui toucha de nombreuses personnes, surtout les parents ayant eux aussi commis des erreurs. Collins, de son côté, reconnut ses fautes. Il avoua que son absence et le tumulte entourant ses relations
avait affecté Lily, la plongeant dans la dépression et des troubles alimentaires qu'elle combattit pendant des années. Certains prétendaient que son succès ne tenait qu'à son nom célèbre, mais ceux qui ont suivi son parcours le savent. Lily a forgé sa propre voie. Avec le soutien inconditionnel de sa mère, elle s'est fait un nom, non en tant que fille de Phil Collins, mais comme une actrice talentueuse à part entière. Aujourd'hui, Lily aborde avec franchise l'importance du pardon et de la guérison. De temps à autre, elle publie sur les réseaux sociaux des messages réfléchis. Des clins d'œil au passé et des signes de croissance émotionnelle, elle a hérité de bien plus que du talent. Elle possède aussi l'esprit vif de sa mère. Lors d'un événement, elle a plaisanté en disant qu'elle assistait à la soirée avec son célèbre père et a vu les journalistes légender la photo, l'actrice Lily Collins et son père. En y repensant, on peut se demander, était-il sage de la part de Phil Collins de quitter son deuxième mariage pour une femme 20 ans plus jeune? Sur le papier, sa relation avec Oriane Sevé a duré 26 ans et leur a donné 2 fils. L'un d'eux, Matthew Collins, suit désormais les traces de son père. Pas dans la musique, mais sur le terrain de football. C'est en grande partie pour ses enfants que Phil s'est tenu à l'écart de la scène un temps, voulant être plus présent auprès d'eux. Mais cela n'a pas suffi. À un moment qui a stupéfié même son entourage, Phil a découvert qu'Oriane s'était secrètement mariée à un homme beaucoup plus jeune à Las Vegas, Thomas Bates, un homme de 15 ans, son cadet, alors qu'elle vivait encore avec lui. Ce fut le début d'un combat judiciaire explosif. À un moment donné, Phil l'a expulsé de son manoir de Miami. En représailles, Oriane a commencé à vendre aux enchères certains de ses objets les plus précieux, disques d'or, trophées et souvenirs, avec des mises de départ parfois aussi basses que 1 000 $. Ce fut un chapitre profondément humiliant pour la légende de la musique. On dit parfois qu'accorder une seconde chance, c'est comme donner à quelqu'un une nouvelle balle, parce que la première ne vous a pas tué. Pour Phil, ces mots ont pris un sens douloureusement réel. Le couple a officiellement divorcé en 2006. Phil aurait versé plus de 46 millions de livres sterling, l'un des divorces les plus onéreux de l'histoire du Royaume-Uni. Mais ils ont tenté une réconciliation. Oriane s'est ensuite mise en couple avec le banquier Charles Medjati, tandis que Phil a vécu une brève idylle avec une présentatrice TV. Puis, en 2016, il a publié ses mémoires Not Dead Yet, un récit brutalement honnête de sa vie, entre succès, dépendance et effondrement personnel. Les révélations ont provoqué la colère de ses enfants et de son ex-femme, mais Phil est resté fidèle à sa vérité. La même année, après une intervention chirurgicale à la colonne vertébrale qui l'a partiellement immobilisé, Phil a déménagé en Floride pour se rapprocher de ses fils. Oriane, également hospitalisée, est réapparue dans sa vie et pendant un moment, ils ont essayé de nouveau. Mais en 2020, la réconciliation a pris fin. Phil a découvert son mariage secret à Las Vegas. Les retombées ont été immédiates et violentes. Oriane a affirmé que son règlement financier n'était pas suffisant et a lancé une nouvelle offensive judiciaire. Elle a fait des déclarations publiques humiliantes, alléguant que Phil ne se baignait plus, ne se brossait plus les dents depuis des années, souffrait d'impuissance et continuait à abuser de l'alcool. Pendant ce temps, elle et son nouveau mari ont refusé de quitter la maison de Phil d'une valeur de 40 millions de dollars, déclenchant une nouvelle série de batailles judiciaires. Pendant qu'Oriane campait sur ses positions, Phil a pris du recul. Sa santé continuait de se détériorer. Plusieurs années plus tôt, il avait souffert d'une infection virale qui avait failli lui coûter l'ouïe, mais c'est une grave blessure à la colonne cervicale qui s'est avérée la plus dévastatrice. Après l'opération, sa mobilité a été définitivement affectée, l'obligeant à se produire assis, puis, finalement, à renoncer à toute scène. En mars 2022, Phil Collins a officiellement pris sa retraite musicale, prononçant un adieu discret sur scène avec ses compagnons de Genesis. Ce fut un moment doux amer. L'homme à la canne, à peine capable de se tenir debout, était autrefois le batteur qui faisait battre le cœur du monde entier.
En février 2025, Phil Collins, maintenant âgé de 74 ans, a livré un bilan sobre sur sa santé. J'ai été malade, très malade. Cela fait 3 ans que la légende musicale a perdu l'usage de ses fûts de batterie et son état n'a fait que se détériorer. Dans une interview accordée au magazine Mojo, l'ancien leader de Genesis a confié « Je pense encore que je devrais aller dans le studio voir ce qui se passe, mais je n'en ai plus envie. » Pour un homme qui a passé sa vie derrière une batterie, la perte est profondément personnelle. Si je ne peux plus faire ce que je faisais aussi bien que je le faisais, je préfère ne rien faire. J'ai l'impression d'avoir utilisé tous mes allers-retours. Phil a donné sa dernière performance avec Genesis en mars 2022, lors de leur tournée d'adieu, The Last Domino. Assis dans une chaise, visiblement diminuée, il a chanté pendant que son fils Nick Collins prenait place derrière la batterie. Un passage de témoin émouvant et symbolique. Peter Gabriel, le chanteur originel de Genesis, n'a pas participé à la performance mais a assisté au dernier concert à Londres. Phil n'était plus dans la même forme que par le passé, mais ils ont fait du bon travail, a déclaré Gabriel. Y être allé a été pour moi un rite de passage. J'avais fait partie de la création de Genesis. Je voulais être là à la fin. 7 mois plus tard, Phil et Nick sont apparus dans le documentaire YouTube Phil Collins, Drummer First, où ils ont évoqué le poids physique et émotionnel d'une vie consacrée à la musique. Ça commence à faire effet, vraiment, a avoué Phil. J'ai passé toute ma vie à jouer de la batterie. Ne plus pouvoir le faire est un choc. Phil a touché ses premières baguettes à l'âge de 5 ans, mais des décennies de performances acharnées ont laissé des traces sur son corps. Il souffre de lésions nerveuses, de pieds tombants et de mobilité réduite à la suite d'opérations sur la colonne en 2007 et 2015, dégâts causés par des années de mauvaise posture et l'effort physique intense de la batterie. Les musiciens, les gens de groupe en général, se croient invincibles, explique Nick dans le documentaire. Ça, c'est vraiment ce qu'il en était pour mon père, ce sentiment d'invincibilité. Mais on ne se rend pas compte que ça finira par nous user. Déjà, en 2021, Collins utilisait une canne et peinait à tenir une baguette. Lors d'une émission sur BBC Breakfast, avant la dernière tournée de Genesis, il s'était montré franc sur les limites de son corps. « Je suis un peu handicapé physiquement, c'est très frustrant. Je ne peux presque plus tenir une baguette de cette main. » Lorsque l'on lui a demandé s'il envisageait de repartir en tournée, il a simplement répondu « Je ne sais pas si j'ai envie de recommencer la route. » Derrière lui s'élèvent des décennies de triomphes, de chagrins et de conflits. Devant s'ouvrent des batailles juridiques, des épreuves de santé et l'éclipse progressive d'une carrière qui a autrefois illuminé le monde.